Mais plaisir, merci Francis, merci Omar pour l'invitation. Un vrai plaisir de venir à votre rencontre. Ça m'a permis de faire un petit tour du campus et de voir que ça a quand même pas mal grandi depuis la dernière fois où je suis passé par ici. Et si j'ai bien compris, ça va continuer. Et ça va continuer aussi avec, si j'ai bien compris, aussi des ambitions de renforcer les liens académiques, ce qui évidemment me réjouit. Euh, le thème qui m'a été proposé est un thème assez aride, hein. Bon, le thème c'était SPHN. Je pense que vous ne connaissez pas tous SPHN, mais enfin, à la fin de la présentation, vous verrez un petit peu plus de quoi il s'agit. Mais l'idée, c'est vraiment de vous parler des enjeux, des données dans la recherche et de pourquoi il faut qu'on essaye de faire évoluer un peu le paradigme où chacun fait son registre, son projet de recherche, son data manager, collecte ses données, les publie, et puis ensuite, ces données, ben voilà, elles ne servent plus à grand chose. Souvent, ces publications ne sont pas reproductibles hein, parce que, ben voilà, il se trouve que dans à peu près la moitié des articles qui sont publiés, ceux qui essaient de les reproduire ont des grosses difficultés, ce qui pose la question de est-ce que vraiment on a fait avancer les connaissances ou est-ce qu'on a publié quelque chose qui statistiquement n'est pas forcément d'une solidité à toute épreuve. Et donc voilà, le titre, c'était voilà, est-ce qu'on apprend à partager les données ou est-ce qu'on reste dans une situation qui est en fait assez loin d'être idéale. Et donc, je vais d'abord vous parler d'un mouvement qui est le mouvement des données ouvertes pour la recherche, hein, ORD en anglais. Vous verrez que la plupart de mes slides sont en anglais, mais j'ai eu un peu la flemme de les traduire. Et puis c'est vrai que dans ce monde-là, on parle quand même beaucoup en anglais, y compris au niveau suisse, ce qui simplifie les choses, en particulier pour les romans, qui maîtrisent un petit peu mieux que l'anglais que l'allemand. Et puis ensuite, je vous parlerai du projet SPHN, qui est un projet extrêmement structurant au niveau suisse et qui, à mon avis, devrait intéresser bien au-delà des hôpitaux universitaires et en particulier à des hôpitaux comme l'hôpital de la Tour. Et puis on terminera avec quelques petites réflexions sur où on va avec toutes ces données. Voilà, si ça vous va, ben, on va attaquer comme ça. N'hésitez pas à m'interrompre s'il y a des questions, des choses qui ne sont pas claires. Euh, Voilà, on commence toujours par un cas assez intéressant. En fait, c'était à peu près à l'époque où j'avais fait cette présentation. On est octobre 2024 et dans The Economist, qui est un bon journal de société, faisait en fait expliquer pourquoi c'est important de partager des données de manière ouverte et prenait un cas d'un article qui avait été publié et qui essayait de mesurer l'impact des races ou de l'ethnie sur la survie des enfants et est arrivé à la conclusion que les enfants noirs, s'ils étaient pris en charge par des médecins blancs, avaient plus de chances de mourir que s'ils étaient pris en charge par des médecins noirs, ce qui pose évidemment un problème assez important. Alors ces données étaient publiées de manière ouverte, et puis les gens les ont regardées en se reposant la question avec une autre perspective, puis ils se sont rendus compte qu'en fait, il se trouve que dans les soins intensifs où il y a les enfants les plus malades, c'était principalement des médecins blancs qui se trouvaient là, et donc forcément, là où il y a le plus de mortalité, il y avait plus de chances qu'il y ait ce déséquilibre, si on peut dire, ethnique. Et il parlait de ce problème non pas pour parler du problème de relations interethniques aux États-Unis, mais pour montrer l'importance d'avoir des données ouvertes qui permettent de re-questionner, de revenir sur les hypothèses, de revenir sur les données qui ont été collectées, les résultats et donc les conclusions qu'on peut en tirer. Et je pense que c'est une assez bonne illustration de pourquoi on veut aller dans la direction des données ouvertes. Alors la Suisse s'est dotée d'une stratégie pour les données ouverte pour la recherche depuis 2021 avec une vision qui est en fait assez simple, hein. Alors je pense que c'est aussi assez intéressant de revoir ici ce petit cartoon, hein, l'équilibre entre ce sont mes données, oui, mais ce sont des données qui ont été produites avec l'argent du contribuable et donc elles devraient bénéficier à la société, au bien commun. Et donc l'idée, c'est de faciliter l'accès et la réutilisation des données pour avoir une recherche qui est plus efficace, qui a plus d'impact et qui a un bénéfice accru pour la société. Pour cela, il faut que les résultats de la recherche soient transparents et reproductibles. Et vous le savez, hein, je l'ai dit tout à l'heure, une partie significative des études qui sont publiées n'arrivent pas à être reproduites, même par des gens qui sont proches de ce domaine-là. Alors c'est vrai en médecine. Euh, si on va regarder sur Internet, sur Wikipédia par exemple, on estime que 70% des chercheurs ont essayé
sans succès de reproduire une étude dans un domaine qui les concerne. Donc c'est un vrai problème qui questionne aujourd'hui la crédibilité de la science. Et comme vous le savez, c'est pas faute d'avoir des problèmes actuellement. La science est sous menace et sous les feux d'une vision de société ou post-vérité. Et donc la question de est-ce qu'on produit quelque chose qui est solide, qui peut être reproduit, devient absolument centrale. Et puis évidemment, le fait de partager ces données, ça permet de les utiliser à travers différentes disciplines, systèmes, pays, pour avoir plus de créativité et d'innovation. Et puis je rajoute ici, en Suisse, comme vous le savez, on est dans un système extrêmement fragmenté, 26 ministres de la Santé, 26 systèmes de la santé, système de recherche qui est relativement peu coordonné, à part peut-être par le Fonds national. Et donc, dans une ère où on développe de la recherche, en particulier dans le domaine de la médecine de précision, où les collectifs sont déjà relativement limités, si en plus on n'est pas capable de fédérer ces données au moins au niveau national, on a de moins en moins de chances de pouvoir faire une différence en termes de recherche. Et donc, la capacité d'augmenter la taille de l'échantillon en médecine devient quelque chose de très important. Alors, cette stratégie, elle est guidée par un certain nombre de principes. Et en fait, bon, la plupart sont assez évidents. Le premier, FAIR, je ne sais pas si quelqu'un connaît cet acronyme, c'est ce qui caractérise les données qu'on aimerait pouvoir partager. Le F, c'est pour findable, c'est-à-dire qu'on doit être capable de trouver les données dont on a besoin. Le A, c'est pour accessible, il faut qu'on puisse ensuite accéder à ces données. Le I, c'est pour interoperable, c'est-à-dire le fait que des données qui auraient été produites à la Tour, au HUG, au CHUV ou dans un autre hôpital puissent être utilisées ensemble, c'est-à-dire qu'elles se comprennent, qu'on arrive à comprendre ces données, la manière dont on a codé un cas clinique, par exemple, avec des codages, SNOMED ici, d'autres ICPC, enfin des différentes terminologies, qu'on arrive ensuite à les combiner. Autrement, ben, ça ne sert pas à grand-chose de mettre ces données ensemble parce qu'elles ne se parlent pas l'une à l'autre. Ça, c'est le I de interopérable. Et puis le R, c'est pour reusable, le fait qu'une fois qu'on a amassé ces données, elles puissent être utilisées pour d'autres recherches, voire pour d'autres utilisations. Puis les autres choses, peut-être le point 3, les données devraient être aussi ouvertes que possible, aussi protégées que nécessaire, sans vouloir paraphraser un autre dicton. Et ça, c'est évidemment important en médecine, puisque on traite des données qui sont des données personnelles, qui sont des données personnelles sensibles, et qu'on doit donc devoir pouvoir manipuler de telle sorte qu'on ne mette pas en danger la sphère privée du patient et qu'on s'assure aussi qu'il y ait un consentement et que, le cas échéant, on ait soit anonymisé les données, c'est-à-dire les rendre telles qu'on n'arrive plus à revenir vers la personne qui les a produites, ce qui est de plus en plus difficile, notamment si vous prenez des échantillons génétiques, etc. Soit les déidentifier, c'est-à-dire de faire en sorte qu'on code ces personnes avec un identifiant et qui permet de revenir, si on a la clé, à la personne. Je reviendrai ensuite sur ces différentes choses. Alors, les objectifs de cette stratégie, alors elles sont pilotées par le Conseil des écoles polytechniques, par l'Académie, les académies suisses, l'Académie suisse de médecine, mais aussi des sciences et techniques, les Swiss Universities, qui est la fêtière des hautes écoles suisses, et puis le Fonds national. Et leur idée, c'est adopter ces pratiques, et c'est vraiment faire le changement culturel qui fait que par défaut, on va se mettre à mettre nos données disponibles à d'autres chercheurs et plus les protéger en disant c'est les miennes, c'est de ça que dépend ma carrière et donc je vais les garder juste pour moi. Développer des infrastructures et des services qui permettent de faire ce partage, et c'est ça SPHN dont on va parler tout à l'heure, et puis développer les compétences pour les chercheurs, parce qu'évidemment, rendre les données partageables, c'est un travail, c'est pas quelque chose qu'on fait naturellement, il y a un certain nombre de règles à respecter. Et puis bon, après, les différents aspects plus de gouvernance. Rappelez aussi que la Suisse n'est pas très très bien placée dans les pays qui ont une politique claire dans le domaine des données ouvertes de la recherche. Vous voyez qu'on trouve plutôt la Scandinavie, le Royaume-Uni, même l'Autriche, et que la Suisse est encore très loin, en particulier parce que ça n'a jamais été jusqu'en 2021 un enjeu d'ampleur nationale. Alors il y a des règles qui sont appliquées au niveau local, mais rien au niveau national.
Alors voilà, j'en viens à SPHN, hein, puisque c'était le mandat qui m'avait été donné par Omar, Swiss Personalized Health Network, donc le réseau suisse de médecine personnalisée. C'est vraiment ça l'idée. Et donc c'est comment est-ce qu'on construit une infrastructure qui va permettre d'avoir au niveau national la réutilisation et l'échange de données pour la recherche. Tous les mots sont importants. C'est des données pour la recherche, ce n'est pas des données pour l'amélioration de la qualité, ce n'est pas des données pour le pilotage du système de santé. C'est la réutilisation, et peut-être qu'il faudrait plutôt dire reuse, parce qu'évidemment, la plupart de ces données, elles sont principalement créées pour le soin aux patients. C'est des données, l'utilisation primaire de la plupart de ces données, c'est le fait qu'on soigne les patients, qu'on collecte des informations, qu'on va faire des tests de laboratoire, de l'imagerie, etc. Comment est-ce qu'on va rendre ça réutilisable pour la recherche? Et donc, c'est un projet qui a été décidé au niveau du Conseil fédéral, financé à hauteur, vous verrez des chiffres importants, on parle de centaines de millions qui ont été investis dans ce projet. Et c'est l'Académie suisse des sciences médicales qui a été chargée de le mettre en œuvre, hein, mais contrôlée par le secrétariat d'État à la recherche et à l'innovation. En gros, ça a commencé en 2017. Et en 2017, donc, il y a eu ce mandat qui a été donné par le CERI, donc le secrétaire d'État à la recherche et l'innovation, et l'Office fédéral de la santé publique, qui a été donné à l'Académie de médecine suisse et à l'Institut suisse de bioinformatique. Et donc, pendant 8 ans, chaque année, il y a à peu près 16 millions qui ont été investis. Donc, si vous faites les maths, ça fait quand même une somme importante, d'autant plus que ces investissements impliquaient un cofinancement des institutions. Donc il y a, voilà, en gros, bon an, mal an, à peu près 200 millions qui ont été investis pour mettre en place cette infrastructure. Et puis on est actuellement en 2025, alors le plan c'était sur 8 ans, donc il y a beaucoup moins d'argent, mais comme le projet est en train, on va dire, pas de tomber en marche, mais de fonctionner, il a été décidé qu'il y aurait alors un financement moins important, puisqu'il a été divisé par un peu plus de 2, qui serait pour les 4 prochaines années, pour qu'on arrive à un système qui, lui, devienne intégré dans la politique suisse de la recherche et du pilotage de la santé. Donc on en est là aujourd'hui. L'idée, c'est de consolider ce qui a été fait, et vous allez voir ce qui a été fait. Et puis, on a reçu le mandat pour 2029 d'avoir un plan pour la suite. Donc, qu'est-ce qui a été fait? De manière assez simple, on peut imaginer le chercheur qui va avoir un certain nombre de questions. La première, c'est est-ce que j'ai assez de patients pour répondre à la question que je me pose? Hein, c'est vraiment l'étude de faisabilité. Quelles sont les données qui sont disponibles et est-ce qu'elles sont appropriées pour mes besoins? Comment est-ce que je vais pouvoir demander à tous les hôpitaux qui participent au réseau, combien avez-vous de patients qui ont eu un cancer du foie, qui ont des métastases, qui ont été traités par ces 3 cycles de chimiothérapie, et quelle est leur courbe de survie? Et si la réponse est il y en a 2, ben vous allez vous dire peut-être mon étude je ne peux pas la faire en Suisse. Il faudra que je trouve une autre manière de faire. S'il y en a 5, 10, 15, 20 en agrégeant ce qui se passe au niveau suisse, alors peut-être que cette étude elle va avoir du sens. Après, la deuxième question, c'est OK, bon, maintenant je vais pouvoir faire mon étude, mais quels sont les accords que je dois passer? Qu'est-ce que je dois négocier avec chacun des hôpitaux pour avoir accès à ces données? Est-ce qu'il y a un endroit où je peux aller les rechercher? Donc, toute la partie de l'accès, donc là, on est dans le F, hein, le find, là, on est dans le A de faire avec l'accès. Et puis ensuite, est-ce que ces données sont utilisables? C'est-à-dire, est-ce qu'on va pouvoir prendre des données de différents hôpitaux, les mélanger et faire ma recherche? Donc, est-ce qu'elles sont interopérables? Et est-ce qu'elles ont été, par exemple, déidentifiées? La plupart des travaux qui vont être faits sur des données déidentifiées, c'est-à-dire des données dont on n'a pas accès sans avoir une clé à l'identité du patient, mais qu'on n'a pas perdu, c'est-à-dire qu'on est capable, le cas échéant, et en particulier s'il y a des résultats de la recherche qui pourraient impacter le soin à ces patients, de pouvoir revenir vers le patient. Ensuite, vous avez toutes ces données, elles sont potentiellement sensibles. Comment est-ce que je vais faire pour les analyser en les mettant à un endroit dont je suis à peu près sûr, là on parle de cybersécurité, que je ne vais pas être attaqué, que ces données ne vont pas être malmenées par des gens malveillants. Et donc il y a toute la question de qu'est-ce qu'on met comme outil qui permet de récolter ces données, de les agréger, de les traiter de manière sécurisée. Et puis le dernier point, c'est une fois que j'ai utilisé ces données, que je les ai enrichies, que je les ai annotées, etc., elles ont de la valeur, et cette valeur, j'aimerais pouvoir la mettre à disposition
d'autres chercheurs, et donc comment est-ce que je peux faire pour que ces données soient utilisables par d'autres. C'est un petit peu les 5 questions auxquelles tout ce que je vais vous décrire maintenant, de manière un petit peu plus technique, essaie de répondre. J'ai choisi d'être un peu plus technique pour que vous voyez que finalement, il y a des grands principes, mais quand on doit mettre les mains dans le cambouis et essayer de faire tout ça, c'est un changement de culture, c'est le développement d'infrastructures, c'est faire évoluer les hôpitaux, c'est faire évoluer les mentalités, et que c'est un petit peu tout ça qui coûte des millions et des millions. Alors, le réseau suisse, là vous avez sur la gauche, vous voyez Genève, Lausanne, Berne, Bâle et Zurich, les 5 hôpitaux universitaires, les partenaires principaux, où vous avez les facultés, les hôpitaux et les EPF à Zurich et à Lausanne. Et puis alors, toutes sortes d'autres partenaires, des hôpitaux cantonaux, des associations pour la recherche clinique, toutes sortes d'autres structures. Et puis, une structure de coordination qu'on a appelée le DCC, le Data Coordination Center, un centre de coordination des données qui essaie d'orchestrer en fait tous ces acteurs pour qu'à la fin, on ait quelque chose qui puisse fonctionner. Alors, juste pour vous faire la liste, on ne va pas entrer en détail dans tout ça, mais après j'illustrerai quelques éléments. Qu'est-ce qu'il faut pour construire finalement ce réseau? Alors d'abord, il faut qu'on ait ce qu'on appelait le cadre d'interopérabilité. C'est-à-dire, on se met d'accord sur quel est le langage qu'on va utiliser quand on va échanger ces données. Comment est-ce qu'on appelle un infarctus du myocarde? Comment est-ce qu'on qualifie un test de créatinine sérique? Comment est-ce qu'on décrit un état clinique? Et pour cela, bah, il faut se mettre d'accord, et il y a un certain nombre d'outils qui existent au niveau international, mais il faut qu'ensuite, non seulement on se mette d'accord, mais que chaque hôpital qui participe soit capable d'exporter ces données dans ce langage-là. Et donc, tout ce cadre d'interopérabilité qui est relativement complexe, c'est une des premières choses sur lesquelles on a dû commencer à travailler. Alors vous me direz, il y a un certain nombre de choses qui sont évidentes. On code les diagnostics en SIM10, on code les interventions en CHOP. Tous les hôpitaux doivent le faire pour faire leurs statistiques à l'OFS. Mais évidemment, ce n'est pas suffisant quand on parle de médecine de précision. Si vous avez juste le diagnostic, les opérations et éventuellement les traitements qui ont été donnés, vous n'allez pas aller très très loin pour faire de la médecine de précision. Il faut aller beaucoup plus en profondeur. Donc ça, c'est la partie interopérabilité. Il faut évidemment un cadre légal et un cadre de gouvernance de ces données. Quand on dit un cadre légal, ben, il faut déjà qu'on puisse s'assurer que le patient consent. Donc on a mis en place le consentement général pour la recherche. Je ne sais pas si vous connaissez ça, je ne sais pas si vous le collectez ici. Le consentement général pour la recherche, c'est le patient qui va, de manière informée, sans pression particulière, pouvoir dire oui, je suis d'accord que mes données puissent être réutilisées pour des études que je ne connais pas encore. Habituellement, on donne son consentement pour une étude particulière. Là, l'idée est de dire, je donne accès à mes données pour de la recherche, je donne aussi accès à mes échantillons qui ont déjà été collectés dans le cadre de mes soins mais qui n'ont pas été utilisés, qui pourront être utilisés, pour autant que le projet de recherche qui va venir et qu'on ne connaît pas a priori soit validé par un comité d'éthique. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez nouveau dans le paysage. Et juste que vous sachiez, il y a à peu près un tiers de la population genevoise qui a signé ce consentement général pour la recherche. Donc quand les patients reçoivent cette demande et comprennent de quoi il s'agit, à 80%, ils vont dire oui. Il y en a plein qui ne vont pas signer, qu'on doit relancer, etc. Mais enfin, disons, on sent un intérêt en fait de la population de participer à des projets de recherche, pour autant que ceux-ci soient validés par un comité éthique. Et donc, on voit qu'il y a quand même une certaine confiance dans les mécanismes qui ont été mis en place. Donc, il y a un cadre légal aussi sur est-ce qu'on a le droit d'échanger les données entre hôpitaux, comment est-ce qu'elles vont être stockées, etc. Et donc, il y a tout un travail qui a été mis en place, y compris au niveau éthique, légal et d'impact sociétal. J'y reviendrai un petit peu parce que je pense que c'est assez important. Puis, il y a bien sûr toute la partie formation pour s'assurer que les usagers de ce système soient équipés avec des outils, qu'ils en comprennent les enjeux et qu'ils arrivent à les faire fonctionner. Une fois que vous avez ça, vous pouvez commencer à construire un certain nombre d'autres choses. Alors d'abord, il y a toute la partie hôpitaux universitaires. C'est vrai que SPHN a commencé par les hôpitaux universitaires.
d'une part parce que c'est les hôpitaux qui ont un niveau de numérisation qui est à peu près le plus élevé, qui ont des moyens aussi d'avoir par exemple des entrepôts de données qui vont être une pièce centrale dans le fonctionnement du système. Et puis ben, il n'y en a que 5 pour commencer, c'est déjà pas mal, mais et puis il y a déjà des structures comme Unimed Suisse, comme d'autres plateformes où finalement les hôpitaux universitaires ont l'habitude de travailler ensemble. Le deuxième enjeu, c'est que ces hôpitaux produisent des données qui soient des données fair, hein, ce mot, vous allez revoir à peu près toutes les slides. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour un hôpital qui a ces données sous forme numérique, qu'il accepte de faire le pas supplémentaire pour les rendre trouvables par d'autres, pour les rendre accessibles sous conditions, pour faire en sorte qu'elles puissent être interopérables et réutilisables. Et ça, c'est un enjeu majeur, mais il y a des outils qui ont été créés et qui font que c'est de plus en plus facile pour des hôpitaux qui ont de moins en moins de moyens que ceux qu'ont les hôpitaux universitaires de participer à ces efforts, et j'y reviendrai parce que ça peut concerner un hôpital comme celui de la Tour. Après, alors, il y a toute la partie découverte et réutilisation des données. Euh, et là, il y a plusieurs outils qui ont été mis en place. Il y en a un qui est un outil européen qui s'appelle Maelstrom, qui permet d'écrire des cohortes de patients qu'on a déjà à disposition et qu'on serait prêt à mettre à disposition d'autres. Et donc là, il y a maintenant des centaines de cohortes, des milliers même de cohortes qui ont été décrites au niveau européen et international. Et donc là, l'idée, c'est qu'on encourage finalement le fait de participer à cet outil Maelstrom, qui est ensuite un outil de recherche qui permet ensuite d'aller chercher les informations. Il y a, je pense, quelque chose de très très intéressant qui est ce qu'on appelle, j'y reviendrai, qui est l'analyse, l'exploration et l'analyse fédérée. Un des gros problèmes et une des grosses difficultés qu'on a, c'est que les hôpitaux acceptent que leurs données partent en dehors de leurs murs sans avoir une garantie absolue qu'ils en garderont le contrôle. Et donc, ça a nécessité des années de travail pour arriver à ce niveau de confiance et que le système n'allait pas leur faire perdre le contrôle sur leurs données, sachant qu'ils s'en sont responsables. L'hôpital est responsable de la protection des données des patients dont ils ont la charge. Et donc là, on a un système, et j'y reviendrai, qui permet de faire des analyses sans devoir faire quitter les données de l'hôpital. Et ça, c'est évidemment quelque chose qui est extrêmement prometteur, sur laquelle on a pas mal travaillé. Et puis, l'environnement, quand on doit faire sortir les données, parce qu'il y a des situations où on doit pouvoir les mettre l'une à côté de l'autre, les manipuler, traiter avec différents systèmes qu'on ne peut pas faire au niveau fédéré, il faut avoir ce qu'on appelle un TRE, un Trusted Research Environment, un environnement de recherche de confiance, auquel on va pouvoir confier les données en sachant qu'elles vont être protégées de manière suffisante. Alors, on a créé ce réseau avec 3 pôles, un à Bâle, un à Zurich, un à Lausanne. On a considéré que ça suffisait d'en avoir 3 pour la Suisse. Ça permet d'avoir suffisamment de masse critique, tout en ayant aussi 3 équipes qui travaillent à développer et qui s'émulent l'une l'autre. Et on a maintenant, on le verra, des centaines d'études qui sont en cours sur cet environnement. Alors, le modèle, il est assez simple, hein. Vous avez un hôpital dans lequel il y a des données longitudinales, il y a des données de laboratoire, de pathologie, de radiologie qui sont saisies, etc. Et toutes ces sources, en général, ne sont pas forcément dans le même système. Vous avez un système en radiologie, vous avez un système au labo, vous avez votre système de documentation clinique. Et la plupart des grands hôpitaux s'équipent maintenant d'un outil. Alors, chez nous, on appelle ça le data lake, c'est le lac de données. Avant, on appelait ça un data warehouse, l'entrepôt de données. Ça a des significations un petit peu différentes, mais ce n'est pas très important. C'est l'endroit où on va déverser toutes ces données pour qu'il y ait une source où on puisse aller chercher en fait tout ce qui est disponible en termes numériques dans l'hôpital. Ça peut être les données cliniques, mais ça peut être aussi des données administratives, ça peut être des données financières, ça peut être des données de flux, etc. Et l'idée, c'est qu'ensuite, ces données puissent être réutilisées. Donc tout ça, c'est la production de soins. Et là, c'est les données, les utilisations pour d'autres raisons. Alors ça peut être utilisé pour les soins, par exemple, pour faire des tumor boards, pour faire du contrôle de qualité. Et puis, il y a toute l'utilisation secondaire qui nous intéresse ici, c'est-à-dire la recherche, qui peut se faire en interne dans la structure, mais aussi de manière multi-institutionnelle, les initiatives nationales, et puis là aussi, tout le problème d'alimenter les registres, des registres internationaux dans les différentes spécialités. Donc ça, c'est un peu le modèle, et l'idée, c'est si on est déjà à ce stade-là, alors
il faut qu'on puisse faciliter cette flèche qui va aller vers l'utilisation secondaire. Et c'est un petit peu ça l'idée de SPHN. Et donc, c'est aussi pour ça que, ayant commencé avec les hôpitaux universitaires, qui quasiment par définition avaient déjà des data warehouses, on va maintenant de plus en plus vers les hôpitaux cantonaux et on est en train d'ouvrir le réseau pour essayer de collecter un maximum de données. Je vous parlais du système fédéré d'analyse et d'exploration. Donc là, l'idée, c'est que le système, vous définissez une question, et cette question, elle est formulée en utilisant les données qui sont connues et qui sont documentées dans le système. Et puis, vous pouvez commencer, la première question que vous pouvez commencer poser, c'est combien y a-t-il de patients qui ont ces caractéristiques? Et les caractéristiques, ça peut être démographique, ça peut être données cliniques, ça peut être des données paracliniques, ça peut être d'autres données génétiques, par exemple. Et là, l'idée, c'est que cette requête, elle va être envoyée actuellement, il y a 6 hôpitaux, parce qu'il y a l'hôpital pédiatrique aussi de Zurich qui participe, qui n'est pas compté comme un hôpital universitaire, enfin, c'est compliqué. Et là, dans ce système, aujourd'hui, on a pas loin de 700 000 patients, 700 millions de points de données, donc à peu près voilà, 1000 éléments d'information pour chaque patient qui est là. Et on peut rapidement poser ces questions, générer des hypothèses, et donc décider si on a a priori la puissance statistique, le nombre de patients suffisants pour se lancer dans une étude. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'on travaille avec des spécialistes de l'EPFL, aller un peu plus loin. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de questions qu'on peut poser, comme par exemple une construction fédérée de courbes de survie en oncologie. C'est quelque chose qu'on peut faire en fédérant des données sans faire déplacer les données. On peut entraîner des modèles d'intelligence artificielle sans forcément devoir déplacer les données. Et tout ce genre de choses-là, c'est quelque chose qui va faciliter grandement le partage, parce qu'en fait, on ne partage que les résultats et pas les données elles-mêmes. Et ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile à vendre aux juristes ou aux décideurs, notamment dans les hôpitaux. L'autre chose qui a été mise en place et qui commence vraiment à bien fonctionner, c'est ce qu'on appelle les flux de données nationaux. En fait, on a fait un appel à projet et il y a 4 projets qui ont dit, nous, on est prêts à faire une liste des données qui sont importantes dans notre domaine et on s'engage pour que chaque hôpital publie, pour chaque patient qui est concerné, les données dans le système sécurisé. Et donc, il y a maintenant un flux de données. Je vous montrerai les domaines qui sont couverts actuellement. Donc vous avez les 5 hôpitaux universitaires où il y a des outils qui ont été créés, notamment un connecteur, c'est-à-dire quelque chose qui va s'occuper de traduire ce qui vient de l'hôpital dans le format de SPHN. Vous avez d'autres mécanismes qui peuvent être utilisés. Puis à la fin, ce que vous avez, c'est que ces données, elles se retrouvent dans un endroit qui est protégé, notre système d'environnement de recherche de confiance. Et puis vous avez une description formelle des données qui sont produites, ce qu'on appelle un graphe de connaissances. Et ce qui est intéressant, c'est que tout ça peut être ensuite enrichi par des données qui vont venir de projets de recherche, notamment de la multiomique et tout ce genre de domaines très riches en informations, mais qu'on va pouvoir connecter avec le tout. Les domaines qui sont concernés, il y en a 4 pour l'instant. Chacun a reçu 5 millions sur 3 ans pour mettre les gens d'accord et puis produire ces données. Et donc vous avez les infections aux soins intensifs, vous avez l'oncologie, un projet qui se développe à toute vitesse au niveau national, le domaine de la pédiatrie, et puis un autre domaine assez intéressant qui s'appelle Low Value of Care, c'est-à-dire comment est-ce qu'on identifie des interventions qui en fait apportent peu aux patients et donc qui devraient probablement être reconsidérées dans une logique peut-être un peu de smart medicine. Donc voilà, ces données-là sont en train de s'accumuler maintenant dans le système et donc ça enrichit de manière importante tout ce réseau, ce qui fait que quand on va aller chercher des informations, quand on va poser des questions, quand on va essayer de monter des cohortes, on va pouvoir le faire de manière beaucoup plus efficace. Les enjeux éthiques et légaux sont nombreux. Alors en 2017, quand on a commencé, c'était déjà de définir quels sont les rôles, responsabilités pour que ces données puissent être traitées de manière responsable, qui garde la propriété des données, comment est-ce que on s'assure qu'elles sont bien détruites si le patient dit qu'il révoque son consentement. Enfin, il y a toutes sortes de questions assez complexes qui se sont posées et pour lesquelles il y a un certain nombre de cadres éthiques qui ont été définis. La question de comment est-ce qu'on va, au cas où on trouve des déterminants génétiques sur lesquels on pourrait avoir une action, comment le rapporter
aux patients. C'est une de ces questions. Évidemment, si on fait de la recherche et qu'on trouve des choses en disant, mais là, ce patient-là, même s'il a été identifié, j'aimerais pouvoir lui dire que ce serait important qu'il fasse son test ou qu'il y ait un conseil génétique pour ses enfants. Enfin, il y a toutes sortes de questions qui se posent. Comment est-ce que ça doit être géré? La partie gestion des partenariats publics-privés. L'industrie, évidemment, s'intéresse à ces données. Ces données, elles sont très précieuses. Elles ont potentiellement beaucoup de valeur. Et donc, on a été approché, notamment par des boîtes pharmaceutiques, qui disaient, mais nous, est-ce qu'on peut accéder à ces données? Et si oui, et donc, la réponse n'était pas non. La réponse est, attendez, on va réfléchir, et puis on va vous dire sous quelles conditions, et j'y reviendrai juste après. On a clairement identifié des goulots d'étranglement qui font que les gens n'ont pas envie de partager les données. Et donc, il y a une étude qui a été faite et qui nous permet de mieux comprendre en fait ce qui empêche le partage des données. Et puis, l'utilisation des données génomiques, qui est actuellement un sujet de réflexion, puisqu'on est en train de mettre en place un séquençage à large échelle au niveau suisse. Je ne vais pas trop revenir sur cet environnement de recherche protégée. Enfin, il y a un certain nombre de choses à considérer. Je vais peut-être donner un exemple finalement, parce qu'à partir du moment où ces données peuvent être centralisées de manière sécurisée, elles peuvent aussi être connectées au niveau européen. Et c'est une tendance assez forte de la recherche actuellement, d'essayer de retrouver notre place dans l'Europe de la recherche. Alors ça s'est un petit peu amélioré depuis une année. Mais là, par exemple, il y a au niveau européen un mécanisme pour stocker et rendre accessible des génomes qui vont être séquencés partout en Europe. L'idée, c'est d'avoir à peu près 1 million de génomes séquencés en Europe qui permettent de mieux comprendre la variabilité génétique et donc l'analyse qu'on peut faire des déterminants génétiques. Et donc la Suisse s'équipe techniquement à travers ce projet pour y participer. Et puis on est en train de lancer un projet qui s'appelle le Genome of Switzerland, qui vise à séquencer à peu près 20 000 citoyens suisses pour avoir une base de référence sur la variabilité génétique au niveau suisse et qui, ce faisant, nous permettra d'avoir aussi accès aux bases qui sont générées par les autres partenaires européens. Donc le fait d'avoir construit ces outils sécurisés, ça nous facilite aussi l'interaction maintenant avec l'Europe. Alors, je voulais quand même faire un petit lien avec le fait que je venais ici vous présenter ça. On est en train aujourd'hui de faire monter à bord le Tessin, le Saint-Gall, Lucerne, des structures comme la SAKK qui font de la recherche dans le domaine du cancer. Ça c'est Aarau, je ne me rappelle plus ce que c'est l'hôpital pédiatrique de Bâle. Et donc l'idée, c'est on les aide d'une part à coder leurs données avec les standards internationaux, et on a 2 standards principaux, un pour ce qui est test de laboratoire qui s'appelle LOINC, et puis un pour tout ce qui est données cliniques qui s'appelle SNOMED. Et donc les aider à le faire, les aider à monter un entrepôt de données pour qu'ils puissent ensuite entrer dans ce pipeline un petit peu automatisé qui va mettre les données sous le bon format de manière réutilisable pour qu'elles puissent ensuite être réutilisées. Donc ça, c'est quelque chose qui existe aujourd'hui et on divise probablement par un facteur 10 ou 15 l'effort nécessaire pour pouvoir participer à ce réseau de recherche en médecine de précision. La collaboration avec l'industrie, je vais juste peut-être terminer avec ça. Pour l'instant, le modèle, c'est les données ne sont pas données à l'industrie. Mais on permet à l'industrie de poser des questions. On interroge les données et on leur donne la réponse à la question. D'accord? Donc, un petit peu comme l'étude de faisabilité. Combien y a-t-il de patients qui ont telle et telle caractéristique et pour lesquels il y a eu ces traitements? La réponse, ce sera 123. Ce ne sera pas voilà la liste des patients concernés. Déjà ça, semble-t-il, a pas mal de valeur pour l'industrie et ils sont prêts à payer pour ça et travailler avec nous. Alors, on imagine que ça va progressivement se développer, mais il est clair que la mission de s'assurer que les données sont utilisées de manière appropriée selon le contrat qu'on a passé finalement avec les citoyens et les patients est quelque chose qui est extrêmement important. Voilà, je veux juste vous dire que quand on commence à s'intéresser à ces questions-là, le nombre d'acteurs avec lesquels on doit travailler, alors je vous ai parlé pas mal des hôpitaux et de l'industrie, mais il y a évidemment tout le reste,
l'Office fédéral de la santé publique, les différentes commissions fédérales, les registres, les différents domaines, enfin bref, je crois que je ne vais pas vous faire la liste, mais comprendre que le développement de ces infrastructures, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour faciliter la recherche. Ah, voilà. Mais que ça nécessite effectivement une grosse machinerie. Alors, où est-ce qu'on va avec tout ça? Alors, comme je vous l'ai dit dès le départ, on est maintenant dans une phase transitoire. On a en fait théoriquement 4 ans, hein, 2025-2028, mais en fait, il faut que l'année prochaine, le plan soit prêt pour passer ensuite par les différentes validations au niveau fédéral pour qu'en 2029, on ait une structure qui permette de gérer ça de manière pérenne. On va devoir coordonner ça avec un projet de l'Office fédéral de la santé publique qui s'appelle DigiSanté. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce projet. Sinon, peut-être ce sera un autre sujet pour midi un jour. Un projet à 400 millions qui est le projet de numérisation de l'Office fédéral de la santé publique, en fait, hein, mais qui a des ambitions aussi de structurer le paysage suisse dans ce domaine. Il y a toutes sortes de projets d'amélioration de la qualité des soins, de pilotage du système de santé. Tous ces projets, on va essayer de les faire converger. Et puis, ce qui est important, c'est d'intégrer plus largement les fournisseurs de données de soins et de santé. Une des choses qu'on est en train de discuter à l'horizon 2029-2030, hein, c'est, partant du principe qu'on arrive enfin à déployer le dossier électronique du patient. Vous savez que c'est pas simple, hein, ça fait 25 ans qu'on y travaille, c'est un énorme succès, mais voilà, on a l'impression que ça va un petit peu s'accélérer. Si les patients sont d'accord, de mettre à disposition les données qu'ils ont dans leur dossier électronique, ça permettra de couvrir extrêmement largement des données qui sont en général pas dans les hôpitaux. Je vous rappelle que voilà, la plupart des patients ne font que passer très peu de leur parcours de soins dans l'hôpital. Le reste, ça se passe en ambulatoire, ça se passe maintenant de plus en plus aussi avec des documentations d'outils, de montres ou de bagues, etc., qui collectent des données. Et que ça, c'est des choses qui peuvent être extrêmement intéressantes pour la recherche. L'autre chose qui nous paraît important, c'est les consultations qu'on a fait justement en vue du projet pour 2029, c'est que tout le monde nous dit c'est très bien la génétique, c'est très bien les données cliniques, mais il faut aussi les facteurs d'exposition, ce qu'on appelle l'exposome, hein, on a le génome, on a l'exposome, parce que probablement que l'environnement et les comportements ont un facteur déterminant sur les maladies qui est bien plus important que la génétique elle-même. Et donc, comment est-ce qu'on va capter ça? Comment est-ce qu'on va l'intégrer? C'est des données qui ne sont pas des données liées à un patient, ou enfin, les comportements peut-être, mais tout le reste. Donc, il y a toute une réflexion là autour pour que, effectivement, ces données puissent être utilisées, en particulier pour faire de la recherche en santé publique. Et puis, le but aussi de se connecter beaucoup plus intimement avec les infrastructures, principalement européennes, mais aussi internationales. Voilà un petit peu ce qui nous attend. Et puis, je vais juste terminer sur une petite réflexion philosophique sur l'ouverture des données, hein. On a ces données qui sont une richesse importante. On doit apprendre à les gérer, à les coordonner, hein, ce qu'on appelle le data stewardship, qui va permettre de créer de l'information, créer des connaissances, qui vont permettre d'aider à décider. Et puis l'idée, c'est qu'on ait un impact positif. Et puis on va se trouver toujours en équilibre entre deux mondes, ceux qui ont peur de partager les données parce que je vais dévoiler qui je suis, parce que c'est mes données, parce que je les ai acquises et que je ne veux pas les mettre à disposition d'autres. Et donc tout l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on crée de la confiance pour que ceux qui veulent protéger leurs données et qui ne veulent pas les partager acceptent de le faire. Pour ça, il faut de l'aide éthique, il faut qu'il y ait un engagement citoyen, il faut qu'il y ait aussi une certaine équité pour qu'on n'ait pas peur de partager ces données. Et puis, il y a dans l'autre sens ceux qui aimeraient accumuler ces données. Alors, bien sûr, on pense aux géants du numérique, hein, qui le font, y compris dans le domaine de la santé. Et ça pose effectivement aussi un problème, parce que ces données, elles disparaissent parfois du domaine public et elles sont utilisées principalement de manière assez opaque. Et donc, comment est-ce qu'on va créer cette ouverture pour que ces géants du numérique en particulier acceptent de mettre ces données disponibles? Alors, on a quelques exemples dans le domaine de l'intelligence artificielle avec des modèles qui ont été développés et qui ont été rendus ouverts alors que d'autres sont propriétaires. Toute cette question-là qui nécessite de mettre en place des infrastructures, de développer les compétences et puis de favoriser l'innovation. Voilà un petit peu les réflexions que je voulais faire en terminant. Et puis, je crois qu'on est à peu près bon au niveau timing.